Ok, bien, bonjour à tous et donc bienvenue pour la revue d'actualité de l'OCIR qui va clore cette belle année 2022. Exceptionnellement, cette fois, il n'y aura pas le top arbitraire de l'année écoulée parce que nous avons un peu manqué de temps, il manquait 1 heure pour finir, désolé. Donc débutons, on va déjà débuter par vous souhaiter une très très bonne année 2023 à tous. Bonne année, bonne santé, surtout la santé, meilleurs vœux. Et Christophe se joint forcément à moi pour ses souhaits, ses vœux. Christophe, se joint à moi. Débutons par la classique revue des vulnérabilités. Je reprécise pour toutes les personnes qui sont nouvelles pour la revue d'actualité, ce n'est pas un CERT. Le but, ce n'est pas d'avoir une revue exhaustive de tout ce qui s'est passé, mais de souligner ce qui est le plus important ou le plus rigolo, ou parfois les deux. Concernant les vulnérabilités, donc le bulletin Microsoft, pas mal de vulnérabilités et beaucoup de vulnérabilités massivement, enfin exploitées dans la nature, dans certaines qui viennent à être massivement exploitées dans la nature, en particulier la troisième qui touche Exchange, mais j'en parlerai sur le slide d'après. Et quelques vulnérabilités critiques, en particulier sur Microsoft Dynamics. Et la troisième sur .NET est très intéressante parce qu'en fait, il s'agit d'une vulnérabilité qui permet d'exécuter du code à toute solution dans tourner .NET en envoyant simplement un fichier XPS qui, alors je crois que ce sont les fichiers de scan Microsoft. Vous envoyez un fichier spécialement formaté et vous avez une exécution de code. Rapidement également sur le support des systèmes d'exploitation poste de travail de Windows. Pas de gros changements. Par contre, attention, en Q2, Windows 10 20 H2 ne sera plus supporté. Attends, il y a Alan qui dit que on voit rien. Ah. Est-ce que vous pouvez me confirmer en ligne que vous ne voyez pas, s'il vous plaît? Moi, je vois. Ok, bon, bah, c'est Alan. Merci. Merci, désolé. Ensuite, concernant Windows Server, j'espère que vous le savez, mais dans quelques mois, Windows Server 2012 et 2012 R2 ne sera plus supporté par Microsoft. Youpi. Donc, je le redis, j'espère que vous le savez, que vous êtes bien au courant. Donc, ce n'est que dans 9 mois. 9 mois, ça paraît énorme, mais pour migrer des serveurs, c'est quand même long. Le fait est qu'en fait, vous avez quand même des packs de prolongation proposés par Microsoft d'1 an, 2 ans, 3 ans. Mais bon, dans les faits, pensez quand même à migrer, ce serait un petit peu mieux. Tu n'as pas mis les tarifs? Je n'ai pas mis les tarifs, je pense que. Donc, Windows XP, pour vous donner un ordre d'idée, quelques centaines d'euros, plus 150, 200. Une grosse organisation, un groupe du CAC 40. Oui. Dans un pays, c'était 1 million d'euros pour le support 1 an étendu. Et après, ça passait à 10 millions. Donc oui, après, il faut voir le coût. Est-ce que c'est moins cher de migrer ou est-ce que ça coûte moins cher de payer un support étendu, sachant que le support étendu, de toute façon, c'est pas de vitam aeternam, il y en a encore pour une durée limitée. Deuxième sujet, dont j'en ai parlé juste avant, la vulnérabilité nommée pour le coup Tab Shell qui touche Exchange. En fait, c'est une exécution de code à distance de code PowerShell à distance qui est assez finalement simple à exploiter. Vous avez donc un POC cité ci-dessous. Par contre, elle est authentifiée. C'est-à-dire qu'il vous faut un compte ou alors un contournement de l'authentification. Sachant que des contournements d'authentification d'Exchange, il y en a quand même pas mal. Et finalement, obtenir un compte sur Exchange, c'est pas si compliqué que ça quand on attaque une entreprise. Plus l'entreprise est grosse, plus on a de chances d'obtenir un compte. Donc, mettez à jour rapidement, si vous n'avez pas encore mis à jour. Ensuite, alors je vais passer sur les deux premiers. En fait, il y a eu pas mal de. Ça commence à faire des années que Microsoft a des problèmes avec ses correctifs, en particulier avec la stabilité. Et donc là, ça touche à la fois la partie poste de travail et à la fois la partie serveur. Donc des instabilités du fait des correctifs de sécurité. Ensuite, il y a eu des changements qui ont été réalisés, mais c'est plutôt inquiétant parce qu'on se demande comment se gère leur QA de leurs différentes mises à jour, parce qu'il y a ce genre d'effets de bord un peu compliqués à gérer. Ensuite, concernant tout ce qui est application framework, alors je passerai rapidement sur le premier, c'est une execution code à distance triviale qui touche CentOS Web Panel. Donc vous avez une exécution de code au sens commande, donc vous pouvez ce qui est ultra stable, donc vous pouvez exécuter une commande à partir de la ligne d'authentification. C'est une vulnérabilité des années 90. Je mets, alors je ne sais plus si c'est point le caractère, c'est $, enfin je ne sais plus, en gros vous mettez point virgule la commande et ça passe, vous avez une exécution de commande. Zoho Manage Engine, donc Zoho est l'éditeur de la solution Manage Engine, et la solution Manage Engine vient avec toute une collection d'outils
vous avez par exemple Password Manager Pro, PAM 360 et Access Manager Plus. Password Manager Pro, c'est un classique coffre-fort de mot de passe. PAM 360 et Access Manager Plus, ce sont des outils qui font du PAM, comme son indique, donc privilège, access management. En gros, ce sont des bastions d'administration et gestion de compte et accès à privilèges. Ces trois-là sont vulnérables à une injection SQL. Il y a très peu de détails sur la vulnérabilité. Je ne sais pas s'il y en aura, mais en tout cas, ça paraît suffisamment critique pour vous recommander de mettre à jour très rapidement. Et si vous exposez ce genre de choses sur Internet, coupez les accès. C'est vraiment recommandé de ne pas exposer ça. Le problème, c'est que Access Manager Plus, c'est la plateforme de Zoho qui permet justement d'exposer sur un portail Internet, à la place d'un VPN, des accès pour avoir ensuite des accès à privilèges. Donc, en théorie, c'est censé être exposé sur Internet, mais je ne sais pas si c'est vraiment une bonne idée d'exposer ce genre de choses sur Internet. Enfin, je pense que c'est une très mauvaise idée. De la même manière, Manage Engine, la solution de Zoho, pour le coup, ce coup-ci n'est pas vulnérable. C'est une belle vulnérabilité. Je suis désolé de le dire comme ça, mais il y a continuellement des vulnérabilités sur énormément de pentests. Nous, dès qu'on tombe là-dessus, c'est le bonheur parce qu'il y a plein de vulnérabilités qu'on trouve et donc c'est gagné, c'est quasi gagné à coup sûr. Le troisième, c'est une SQLi toute simple sur Spotify. Je vous laisserai lire les détails. GLPI, donc la solution de gestion de tickets et de référentiel open source. Injection de commande sans authentification, ça fait assez mal, surtout qu'elle est, encore une fois, comme précédemment, assez triviale. En fait, vous pouvez envoyer soit un JSON, soit directement avec des paramètres HTML. Pardon. Il y a un paramètre qui s'appelle ajout, dans lequel vous pouvez tout simplement mettre une ligne de commande à exécuter et elle sera exécutée côté serveur. Il n'y a pas d'authentification, c'est très simple à exploiter et ça permet de prendre le contrôle complet de la solution qui est derrière. Visual Studio Code, qui est très utilisé par les développeurs. Et là, donc c'est aussi intéressant parce qu'il y a une exécution de commande côté développeur. Vous pouvez construire finalement un projet que vous envoyez à un développeur. Alors, dès qu'on ouvre un projet qui ne vient pas de son propre poste avec Visual Studio Code, vous avez des alertes, attention à ce que la source ait confiance, etc. 100% des gens cliquent sur oui, bien sûr. Et là, vous pouvez exécuter du code quand vous ajoutez un ajout pour Jupyter, qui est un framework de développement, enfin plutôt d'exécution Python, qui permet de simplifier le traitement de Python. C'est très utilisé par tous ceux qui font du traitement de gros volumes de données. Donc là, vous avez directement une exécution de code. Tout ça. Pratique. SolarWinds, alors je vais pas les lister, mais il y a pas mal de vulnérabilités, dont certaines très critiques. Par contre, il n'y a pas de numéro de CVE, parce qu'en fait, elles viennent de Zero Day Initiative, et a priori, il n'y a pas encore eu de communication publique, autre que le fait qu'elle soit assez critique avec une note CVSS. Je crois qu'il y en a qui sont à 9,8, alors je ne sais plus trop exactement, mais de mémoire, je crois que c'est ça, il y en a à 9,8. Là, malheureusement, je ne sais pas s'il y a un correctif côté SolarWinds, mais si vous êtes dans un cas vulnérable, contactez l'éditeur. SMBV2, là encore, peu de détails sur la vulnérabilité, à part qu'il y a un correctif. Surtout que le message à l'origine qui détaillait la vulnérabilité n'est plus en ligne. Alors, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas eu le temps de suivre ce qui s'est passé. En gros, quand vous faites une connexion SMBV2, il y a un message SMBV2 qui permet de déconnecter la connexion et à ce moment-là, vous avez un use after free et donc malheureusement, il y a une exécution de code possible à la suite. Mais bon, après, on n'expose pas SMB sur Internet. Qui le fait? Fortinet, bon ça je passe, une vulnérabilité sur les FortiAD. Pareil, c'est injection de commande triviale, c'est classique. Là, c'est sur le portail d'administration. Et jamais, bien sûr, on expose un portail d'administration de ce genre de solution sur Internet. Ensuite, piratage. Alors, plein de piratage, en particulier sur les crypto-monnaies. BTC.com qui a été piraté, un vol de 2 millions de dollars en crypto-monnaie. Un des principaux développeurs de Bitcoin Core s'est fait voler sa clé privée, enfin, puisqu'elle est publique les deux, PGP. Alors, je n'ai pas lu les détails de comment il s'est fait piquer sa clé, mais il s'est fait vider très rapidement son compte. Enfin, en tout cas, on lui a piqué 3 millions de dollars de crypto-monnaie. C'est un peu embêtant. Alors, je ne sais pas si c'est 3 milliards avec la valeur aujourd'hui à 15 000 euros, ou quand ça valait encore plus 50 000 euros le Bitcoin. Et après, je suis tombé sur un site assez intéressant qui permet de taper sur ambulance, mais c'est toujours rigolo. C'est que vous avez la liste de tous les piratages, toutes les compromissions liées aux crypto-monnaies. Alors, le site s'appelle Web3, mais c'est beaucoup très orienté crypto-monnaie.
Et vous pouvez les classer par montant. Donc là, vous avez un petit classement sur la fin de l'année dernière avec quelques montants assez sympathiques de vol de crypto-monnaies. Ça, Ray-Ban, c'est assez intéressant. Donc, il y a quelques années, donc il y a 3 ans, Ray-Ban a été victime d'une arnaque au président, pas tout à fait au président, mais quasiment, où en gros, on leur a volé de l'argent avec pas mal de virements frauduleux et ils se sont retournés contre leur banque qui était JP Morgan parce que, suite à ces virements, plusieurs fois, ils ont dépassé le seuil des montants limites des virements et la banque ne les a pas alertés. Et JP Morgan, dans un premier temps, a essayé de se défausser et ça a été refusé par les juges. Et donc, JP Morgan est vraiment poursuivi par Ray-Ban. Alors, je n'ai pas les termes exacts, mais en gros, c'est pour défaut de conseil, défaut d'alerte par rapport à ce vol. Alors, le suivant, je ne me souviens plus. Ah oui, si, j'ai vu ça sur le site des cybercriminels Play. En fait, alors le nom, c'est StrataCash, qui est une entreprise qui fait du digital signage. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Le digital signage, c'est le nom qui englobe toutes les entreprises qui vendent des solutions qui permettent de projeter du contenu sur des écrans. C'est le truc dans les aéroports, ça? Pas que, ça peut être dans les écrans, dans la rue. Vous avez des écrans d'affichage où il y a de la projection de contenu statique ou dynamique avec des vidéos, mais aussi dans les aéroports, dans les boutiques. C'est très utilisé par toutes les entreprises de luxe. Et en gros, l'idée, c'est que vous avez une solution centralisée qui pilote tous vos écrans, qui sont par exemple dans les boutiques, et vous pouvez faire des campagnes d'affichage, de vidéos, avec des défilés, des produits, etc. Donc, le problème, c'est comme je disais au tout début, c'est centralisé. Si vous piratez l'entreprise qui centralise tous ces accès-là, vous pouvez diffuser ce que vous voulez sur les écrans. En théorie, si c'est bien fait, normalement, les écrans sont connectés sur le réseau et ensuite sur Internet. Vous devez cloisonner, faire des petites DMZ spécifiques et limiter les flux. Tout le monde ne le fait pas, les bons le font. Je regarde là. Donc là, une des sociétés, alors c'est un gros éditeur qui gère plus de 3 millions d'écrans, a été piratée. Je ne sais pas s'il y a eu des accès sur les écrans boutiques, mais c'est un peu chaud parce que potentiellement les attaquants pouvaient avoir accès à 3 millions d'écrans dans la rue, dans des boutiques. Donc pour l'instant, il y a juste une demande de rançon. Les données de StrataCash ont été publiées. C'est que des données RH inintéressantes. Voilà. Enfin, supposer que potentiellement j'ai quelqu'un à regarder, ce qui n'est pas du tout moi, bien sûr, j'ai lu sur Wikipédia. Ensuite, autre piratage, CircleCI, qui est une solution très très utilisée pour toute la gestion de la chaîne de développement CI/CD. Et donc, ils ont été totalement compromis. Tous les secrets qui étaient stockés sur toute leur chaîne de CI/CD ont été volés. Tous les jetons d'API, tous les logins, tous les mots de passe. Donc, en gros, il faut tout changer tout de suite. Enfin, tout de suite, c'était il y a 1 ou 2 semaines. Donc, il faut vraiment se dépêcher si vous ne l'avez pas encore fait. Ça, c'est vraiment le problème de tout centraliser, d'avoir des solutions qui centralisent des milliers, voire des millions d'entreprises, de clients. Il suffit de pirater une entreprise pour avoir accès à tout ça. La fameuse chaîne d'approvisionnement. Notre guichet unique à nous a été piraté. Guichet unique des entreprises. Maintenant, toute entreprise s'est passée. Attends, j'ai pas fini. A été piraté, panique. Partout, on annonce piratage du guichet unique. Bon, en fait, c'est juste un DDoS. Faut se calmer. C'était Jérôme 16. C'est juste un déni de service. Voilà. Bon, c'est gênant en début d'année parce qu'on doit déclarer pas mal de choses, mais c'est pas un piratage au sens vol de données, etc. C'est juste un déni de service. Faut se calmer. Slack, par contre, ça c'est un peu moins rigolo. Des attaquants ont eu accès à leur dépôt privé de code source et donc ont volé tous les codes sources de Slack, à la fois serveur et client. Alors client entre guillemets, c'est du Electron, donc c'est du JavaScript, c'est pas, il n'y a pas vraiment de secret, il suffit de l'ouvrir pour regarder ce qu'il y a dedans. Par contre, côté serveur, c'est un peu plus gênant. Les conséquences potentielles, ça peut être des vulnérabilités 0-day, vu que c'est du code fermé, on n'y a pas accès, des vulnérabilités 0-day exploitées par des attaquants pour aller ensuite pirater les différents clients de Slack. On verra la suite en 2023. Petite prédiction, allez. Autre piratage, il y en a beaucoup là, il y en a vraiment beaucoup sur cette fin d'année. Je pense que les cybercriminels, les attaquants avaient besoin d'argent pour payer les cadeaux du Père Noël. Donc Rackspace, qui est un constructeur de matériel, enfin de serveurs, mais aussi hébergeur, s'est fait pirater son service de Exchange infogéré, qui s'appelle Hosted Exchange, à cause de la vulnérabilité Proxy Not Shell. Alors pour rappel, Proxy Not Shell, c'est une vulnérabilité qui a été identifiée à la fin de l'été
comme exploitées dans la nature par des groupes d'attaquants d'une origine plutôt asiatique. Vulnérabilité 0day, qui a été très rapidement publiée. Microsoft, dans sa grande générosité, a attendu 3 mois pour publier un correctif. Donc, pendant 3 mois, toutes les entreprises qui avaient de l'exchange on-premise étaient vulnérables. Alors, il y a un certain nombre de contournements, de protections qui ont été publiés, mais globalement, c'était pas forcément, c'était quand même contournable. Il y avait 2 vulnérabilités. Une première qui permettait de contourner l'authentification, et c'est nécessaire, et une deuxième qui permettait de faire un appel à du PowerShell et donc d'exécuter du code PowerShell directement sur le serveur Exchange avec des privilèges assez élevés. Rackspace s'est fait pirater et là, ils sont en train de migrer sur Office 365, leur offre Exchange Manager. Autre piratage, alors des affidés de Logbit ont piraté un hôpital pour enfants au Canada. Et donc, Logbit sont des salopards, mais ils ont quand même une âme. Donc là, ils ont présenté les excuses officielles et ils ont viré l'affidé qui a piraté l'hôpital pour enfants. Ils ont donné la clé de déchiffrement. Voilà. Par contre, pirater des hôpitaux français avec des malades et tout, ça, ils s'en foutent totalement. C'est vraiment des gens bien, ces gens-là. Ensuite, alors ça, c'est une petite annonce que j'ai vue passer. Il y a beaucoup d'avocats, ce qui est compréhensible, qui ont pour mail des mails en nom.prénom-avocat@gmail ou @yahoo, etc. Le problème, c'est que ces gens sont souvent usurpés leur identité et il y a des arnaques au faux RIB IBAN où en fait, des gens, au lieu de nom.prénom.avocat, font prénom.nom.avocat, déposent des mails comme ça, prennent l'identité de ces avocats et envoient des faux IBAN aux clients, leur demandant des paiements et donc volent à des paiements. Donc, il est recommandé aux avocats d'avoir leur propre nom de domaine, mais ça implique après pas mal de choses, d'acheter son nom de domaine, être capable de le gérer, gérer la sécurité du mail, etc. Mais en tout cas, et les assureurs, a priori, le phénomène est tellement important que les assureurs potentiellement se posent la question de continuer à assurer ce genre de risque. Alors ça, Christophe, ça m'arrangerait que tu sois là. Je n'ai pas du tout. Je suis là. Parfait, vas-y. Et bonjour à toutes et à tous, bonne année. Hiver glacé chez Zoom, en fait, il y a eu une petite, un petit travail, en fait, une campagne de hameçonnage qui a ciblé Zoom pour diffuser le logiciel malveillant qui s'appelle Heist, qui est un cheval de Troie bancaire. L'idée, c'est que ce malware, il va principalement cibler les entreprises pour leur voler des informations de paiement. Il agit comme un chargeur SID et il permet ensuite de diffuser d'autres familles de logiciels malveillants qui vont être téléchargés par des modules complémentaires. Il se propage par, bien sûr, la plupart de ce qu'a évoqué Vlad. Pour beaucoup, en fait, quand on analyse, c'est toujours des campagnes de hameçonnage. Là, via des fichiers Office malveillants, encore une fois. Et dans cette campagne, ils ont utilisé un site web de hameçonnage. Alors, chose un petit peu nouvelle dans la propagation de SID, c'est que l'usage du site web de phishing n'était pas forcément monnaie courante. Ensuite, le bon, la brute et le truand. Alors là, pour le coup, moi, je vais vous laisser attendre un petit peu parce que je ne vais pas tout vous raconter. Vlad a prévu de vous raconter la fin du mauvais. Mais comme ça a été évoqué, il y a eu une amende de Apple de plus de 8 millions de dollars émise par la CNIL. La CNIL qui a aussi épinglé Meta pour une valeur de 170 millions, mais pas que, puisqu'il y a une autre entité, et Vlad vous en parlera tout à l'heure, qui a aussi épinglé Meta pour autre chose. Sur la partie du mauvais, le bad, on peut parler d'attaque contre les éléments, donc PyTorch sur du PyPI par confusion de dépendance. Donc là, en l'occurrence, sans rentrer dans les détails, l'idée c'est que les éléments là sont contaminés par des fichiers qui, par dépendance justement dans les librairies qui sont liées à ce PyTorch, punaise, les malveillants, mais les méchants, les pirates, ont été insérés des éléments non légitimes qui permettent ensuite de pouvoir prendre la main.
les chercheurs disent que, grossièrement, sur ce travail-là, il y a toute une série d'éléments en AI aussi qui ont été publiés pour contrer cette partie-là. Plus de 2300 téléchargements malveillants ont été effectués avec les dépendances vérolées. Et pour The Ugly, la diffusion, là, pour le coup, des problèmes Windows. Alors, il y a un outil de signalement des problèmes qui s'appelle wherefault.exe, qui est pour déployer en fait un outil d'administration à distance qui s'appelle Puppy, a été utilisé, et là encore à travers une campagne de hameçonnage, via un téléchargement de fichiers ISO qui contient une copie légitime en fait de ce Wherefault, mais qui contient aussi une version malveillante d'une dépendance, donc là une pollution par dépendance d'une DLL. Et puis à partir de là, ça balance un fichier Excel factice qui sert juste à détourner l'attention pendant qu'en mémoire on charge le RAT, et l'affaire est faite, quoi. Donc, si vous voulez aller regarder un petit peu plus en détail, be my guest. Ensuite, sur la partie Charlie Hebdo, attaque de Charlie Hebdo, alors la semaine dernière, Charlie Hebdo a publié mercredi des caricatures de Khomeini en soutien à l'insurrection qu'il y a en ce moment en Iran. Et le site a été attaqué sur sa partie frontale, mais aussi sur le guichet a priori d'abonnement, qui fait que les données auraient été a priori, la DGSI est sur le coup, diffusées sur le dark web, sur une partie du dark web, et il y a plusieurs milliers de données personnelles d'abonnés de Charlie Hebdo qui ont été mises à disposition. De fait, voilà, certains pourraient s'en servir en pseudo-représailles, à voir, ça ne reste que de la supposition. Sur Charlie Hebdo, que Charlie Hebdo ne souhaitait pas forcément partager avec les forces de l'ordre ses accès, ses abonnements, etc. Et donc, là, maintenant, ils le font. Voilà, par défaut, il y en a qui l'ont fait pour eux. Processus de vote à la Martinique voulait lancer un vote pour le choix d'un drapeau et d'un hymne martiniquais. Et il se trouve que la mise en place de la plateforme de vote n'a pas été très concluante, puisque il y a une exploitation qui a été menée sur cette plateforme, et suite à une remontée d'alerte, ils ont identifié que le vote ne pouvait pas se faire dans de bonnes conditions. Donc ils ont suspendu le vote en attente d'investiguer les failles de sécurité qui sont préjudiciables à la plateforme. Mais là, on n'a pas plus de détails sur le coup. Dridex revient parmi les siens. Petite histoire sur le fait que ce qui est intéressant, c'est que le lien que je vous ai mis, c'est un web archive. Pourquoi ? Pourtant, le lien date du 5 janvier. C'est des chercheurs de chez Trend Micro qui ont publié cette étude sur Dridex. Et il se trouve que aujourd'hui, tous les sites qui le référencent ont la bonne adresse email, la bonne URL, qui en fait pointe sur un 404 côté Trend Micro. Donc la question, c'est est-ce que quelqu'un a retiré à l'insu de Trend Micro cette page, ou est-ce que les personnes de Trend Micro l'ont retiré? Bref, ce que les chercheurs disaient, c'est malgré tout publié dans Web Archive, et ils évoquent l'usage de Dridex, qui est un malware de banque en ligne actif depuis quand même pas mal d'années, sur lequel l'ANSSI avait fait un papier, qui revient un petit peu, a priori, au goût du jour, dans un mode un petit peu particulier, puisqu'il arrive sous la forme d'un fichier exécutable en Mac O, qui est identifié comme un cheval de Troie, mais qui en fait au final ne fait pas bien grand dégât, puisqu'il n'arrive pas à s'exécuter sur macOS. Donc on pourrait éventuellement se dire que la tentative d'avoir porté Dridex du monde de Windows vers le monde macOS n'a pas forcément réussi. Ceci étant, l'article décrit quand même pas mal le travail avec du reverse et du code en assembleur. Ça descend jusque-là de souvenirs, je crois. Et la tendance est plutôt de penser que Dridex pourrait arriver dans le monde macOS sans trop tarder dans l'année qui vient.
Ceci étant, ce que fait malgré tout la tentative de Dridex sur macOS, il écrase des fichiers de documents qui sont maintenus dans les parties de support de macro. Et donc, voilà, vigilance sur ce sujet. Alors, Donc, Edge 2.0, plus ou moins 2.0. La grande mode en ce moment, c'est le piratage entre guillemets de la chaîne d'approvisionnement et des librairies. Donc, il y a PyTorch dont tu as parlé juste avant. C'est la librairie Torch Triton. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que PyTorch a une version nightly build, c'est-à-dire toutes les nuits, il y a une version entre guillemets utilisable. Et pour ces versions-là, en particulier, ça marche que sur les nightly build. Donc, les attaquants ont créé une librairie qui s'appelle le Torch Triton, qui porte exactement le même nom que la vraie librairie. Et pour les nightly build, lorsque PyPy va aller chercher les librairies, les dépendances, en fait, il va chercher le nom et il va récupérer celle qui a été publiée la dernière fois, enfin la plus récente. Et donc, ce qu'ont fait les attaquants, c'est qu'ils ont attendu que la nightly build de PyTorch soit publiée. Ils ont publié leur propre librairie avec le même nom après. Et donc, la date étant plus récente, c'est celle-là qui a été téléchargée. C'est un vrai problème pour les native build. Moi, je n'ai pas de solution personnellement à part aller regarder vraiment toutes les dépendances. Mais là, comme c'est le même nom, c'est difficile de trouver une solution. Autre librairie Python vérolée. Donc, c'est plein de petites librairies. Il n'y a pas beaucoup de téléchargements, mais quand même, la plupart en plus servaient juste à extraire des secrets stockés sur les machines. Et ça utilisait Cloudflare pour sortir les secrets de façon un peu discrète, parce qu'en fait, Cloudflare, comme c'est un CDN, potentiellement derrière, vous pouvez cacher plein de choses. Ça, c'est assez rigolo, intéressant si vous êtes un SOC. Si vous êtes un SOC dans une entreprise, enfin, ou même mutualisé, en général, vous regardez les passifs DNS, c'est-à-dire toutes les requêtes DNS qui sont faites vers l'extérieur pour rechercher potentiellement des noms qui peuvent être des noms de commandes de contrôle de malware ou des noms un peu bizarroïdes. Et il y a certains malwares qui utilisent des techniques qui ne font pas des requêtes DNS, mais qui font une requête web vers un service externe qui fait la résolution DNS. Donc là, il y a l'exemple de ip-api.com, ou si vous faites une requête ip-api.com et ensuite vous mettez votre nom de domaine, il va vous donner en réponse l'adresse IP, la résolution. Et donc, vous faites une requête HTTP à la place d'une requête DNS. Alors, vous allez me dire, oui, mais on passe par le proxy potentiellement, oui, mais bon, en tout cas, c'est une technique qui a été vue, utilisée dans la nature pour justement contourner le passif DNS. Autre problème, entre guillemets 2.0, même si ça fait un bout de temps que ça existe, ce sont les tu sais, JP, que les slides ils sont publiés. C'est juste pour me souvenir de la page. D'accord. C'est les fausses publicités. Donc, en gros, il y a des attaquants qui, là, c'est le cas de Notepad++, qui ont créé un faux site avec un faux Notepad++ vérolé et qui ensuite achètent des mots-clés. Ce qui fait que quand vous cherchez Notepad++ dans Google, vous tombez d'abord sur le faux site. Merci Google. Il n'est pas là, mais merci Google. Et donc, comme ça, vous vous retrouvez avec des pages qui distribuent des faux Notepad++ vérolés. Autre recommandation, alors ça c'est hack 1.0, voire même 0.1, tellement c'est bas niveau. Le FBI a recommandé publiquement dans un bulletin que les gens utilisent AdBlock pour bloquer les publicités, parce que ce que j'ai cité précédemment s'appelle le malvertising. C'est très, très utilisé. Alors là-bas, ça date plutôt de 2007, c'est la première fois qu'on l'a vu. Donc c'est très vieux, mais c'est très utilisé. Encore une fois, merci Google. Autre sujet, c'est comment faire du neuf avec du vieux. Donc depuis l'été dernier, les macros sous Office sont bloqués par défaut si le fichier vient d'Internet. Je ne vais pas redétailler, replongez-vous sur les veilles de l'époque, mais en gros, il y a un endroit dans un flux alternatif du fichier où est stocké le fait que ça vient d'Internet. Et à partir de ça, Office, quand il ouvre un document, est capable de savoir si ça vient d'Internet ou pas. Si ça vient d'Internet, maintenant, par défaut, les macros sont désactivés et c'est impossible de les réactiver. Même si l'utilisateur est complètement débile, il ne pourra pas les réactiver. Donc les attaquants ne sont pas cons. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont utilisé une vieille fonctionnalité d'Excel pour le coup qui s'appelle les XLL. C'est des espèces de composants additionnels, des add-ins pour Excel. Donc la dernière mise à jour du SDK date d'Office 2013, mais ça marche toujours avec les dernières versions d'Office. Donc vous pouvez développer un espèce de composant additionnel d'Excel qui sera ouvert par Excel sans aucune difficulté et l'envoyer par mail. Par contre, ça m'a un petit peu développé parce que c'est du C, pas quasiment. Mais le SDK, tout est fourni. Là, je vous ai même donné un exemple d'un Hello World qui date de 2012. Donc voilà, c'est très facile. Et pour l'instant, ce n'est pas tout à fait bloqué par les solutions de sécurité.
Enfin, les premières traces que j'en ai vues datent de 2012 et les premières traces malveillantes que j'ai trouvées datent de 2017. Alors, Flipper Zero, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un outil qui est assez populaire depuis qu'il a été lancé. Il a été en rupture de stock. Il a été à nouveau disponible il y a à peu près un mois. Il y a différents packs. Et déjà sur les 3 types de packs, il n'y a que le pack de base qui n'était plus que disponible. Il ne l'est peut-être plus. C'est un outil qui est assez léger, assez robuste, avec une puce haute fréquence et un processeur ARM. Et ce qui est amusant dans cette histoire, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes qui essayent de l'utiliser. Donc, certains vont utiliser des codes qui sont disponibles sur GitHub, soit pour l'utiliser comme une télécommande de télé, ce qui est marrant et mignon. D'autres s'y essayent pour essayer de brouiller les signaux de certaines télécommandes, de manettes de jeu de certaines consoles. Et il y en a d'autres qui s'amusent à faire des brouillages. Et là, c'est assez intéressant. Lorsque on est sur une fréquence particulière, vous pouvez tout simplement bloquer les signaux pour allumer et éteindre ouvrir et fermer vos voitures. Et a priori, ça marche avec une portée de 10 mètres, ce qui est pas trop mal. Donc, pas mal utilisé par les pentesters, surtout sur le monde de la radio. Script qui disent s'abstenir de faire trop de blagues qui pourraient être désagréables. Ceci étant, où la copie de badge RFID est miFware, effectivement, on en a un et on a travaillé justement sur les badges, Eric. Pour pouvoir comprendre un petit peu le mécanisme de fonctionnement du protocole d'attribution des accès physiques. Petit avertissement sur les voitures, en fait, la technique, elle existe depuis longtemps avec d'autres boîtiers. Quand vous verrouillez votre voiture dans un parking public, souvent vous partez puis vous la verrouillez de loin. Vérifiez toujours qu'elle est vraiment verrouillée parce qu'en fait, il y a plein de boîtiers qui permettent de brouiller les ondes, donc de brouiller le verrouillage à distance avec votre clé. Et en fait, les gens ils attendent que vous partiez, ils brouillent, vous pensez avoir fermé la voiture, vous êtes parti, et en fait, après, ils repartent avec votre voiture ou avec potentiellement ce que vous avez laissé dans la voiture. Donc, de manière générale, quand vous êtes dans un parking public, supermarché ou n'importe quoi, vérifiez toujours que votre voiture est bien vraiment verrouillée. Et de la même manière, ouais, pour ceux qui dans les années 90 avaient des calculatrices avec des récepteurs émetteurs infrarouges, on pouvait faire des envois de signaux aussi, pas forcément de brouillage, mais d'envoi de signaux. Effectivement. C'est pas un produit super innovant, mais il concatène un certain nombre de fonctionnalités assez populaires. Vigilance dans l'enseignement, ouais, depuis le début de l'année scolaire, il y a des établissements, là en l'occurrence des universités qui se sont fait attaquer ou pour lesquels il y a eu des intrusions sur certains serveurs qui se font de plus en plus objet cible de certains attaquants. Alors là en l'occurrence on ne sait pas très bien le pourquoi du comment, mais des comptes d'étudiants qui sont compromis après avoir été détournés de serveurs d'accès distant. Donc, a priori, là, peut-être comme pour les hôpitaux, la sécurité des établissements scolaires en France mérite d'être retravaillée, puisque on se rend compte que de but en blanc, 10 jours plus tard, c'est une nouvelle université, 10 jours plus tard, c'est une école d'ingé. Et puis, voilà, on a à peu près 4 incidents importants qui ont été remontés au cours de novembre et décembre, des incidents qui sont a priori suffisamment notables pour que, si on enchaîne sur la suite, pour ceux qui auront entendu ces histoires d'alerte à la bombe, donc un grand nombre de collèges et de lycées partout en France, il y a la semaine dernière, grossièrement, ont reçu des alertes à la bombe qui sont passées entre autres par des différents types de médias, mais notamment pour ceux qui ont des enfants, il y a les comptes ENT qui sont utilisés pour échanger entre les élèves et les établissements. Et il y a donc un élève qui s'est fait embarquer en garde à vue, qui a été très, très rapidement relâché puisqu'on a vu que le compte avait été piraté.
et de point en point, là encore, l'enquête est en cours, donc c'est difficile. Exploitation donc des médias Discord, WhatsApp et Snapchat pour diffuser en fait les messages d'alerte à la bombe, pour voir même essayer de faire en sorte que les étudiants qui étaient concernés par les attaques dans leur lycée en fait minimisent a priori l'importance de la menace. Affaire à suivre. Là, surtout sur ces deux-là, c'est ce qu'on ne sait pas trop bien, c'est les impacts. Donc, attaquer l'enseignement, là, pour le coup, affaire à suivre. Je ne sais pas si Eric Fraissinet est là, même s'il ne pourra pas nous en dire beaucoup plus. Mais Laissez la police faire son travail. voilà. Je ne sais pas s'il va te répondre. Non, il a fait non de la tête. Il a fait non de la Tu peux tête. passer. Voilà. Mais c'est ce qui s'entend, Eric. Au lieu d'utiliser ChatGPT pour avoir des bonnes notes, autant directement mettre la bonne note. Exactement. Ensuite, alors, qui a un aspirateur robot? Donc moi, j'ai des aspirateurs robots. Le premier truc que j'ai fait, c'est désactiver le Wi-Fi. Quand vous avez des aspirateurs robots, ils ont besoin de cartographier votre appartement ou maison quand ils se baladent. Ça leur permet d'aller plus vite. Ce qui fait que les miens sont plus lents. C'est pas grave. Je me fais engueuler par ma femme, mais c'est pas grave. Et en fait, déjà, les plans sont envoyés sur les clouds des différents éditeurs parce que pourquoi pas. Mais surtout, pour améliorer leur algo, les robots prennent régulièrement des photos qui sont ensuite envoyées sur le cloud des constructeurs. Ces photos sont ensuite traitées. Alors souvent, c'est plutôt des sous-traitants parce que l'entreprise n'a pas les ressources. Des sous-traitants. Les sous-traitants sont des humains. Les humains sont censés ne pas regarder les photos, ne pas les sauvegarder, et bien sûr qu'ils le font. Et en fait, par exemple, il y a cette dame qui était aux toilettes et qui a retrouvé ses photos sur Facebook. Parce que je pense que les gens se sont échangés sur des groupes privés, puis ça finit par sortir. Donc en fait, les robots aspirateurs que vous avez chez vous, c'est un ordinateur complexe avec du Wi-Fi qui se connecte à Internet, des caméras. Donc potentiellement, on peut en prendre le contrôle, même avec une appli, souvent sur mobile, on peut en prendre le contrôle et les piloter, c'est rigolo. Et il n'y a pas que vous qui les pilotez. Et surtout, il y a plein de photos qui sont prises, qui en théorie sont anonymisées et qui sortent chez ces entreprises. Alors pour info, Roomba, ça appartient à Amazon. Et là, vous dites, ah, c'est pas bien, les aspirateurs. Il n'y a pas que ça. Hein. Google Home, Siri, Alexa, etc. Tout ce que vous dites, en général, alors je ne sais plus quel un pays de l'Est, je ne sais plus lequel, mais en gros, je crois que c'était en Roumanie. Il y a eu des articles là-dessus. Comme c'est de la reconnaissance vocale et que ce n'est pas parfait, ça part là-bas et il y a des humains qui sont là pour comparer la traduction avec le texte et pour valider que ça a bien été traduit, sinon ils corrigent. Donc tout ce que vous dites, bien sûr qu'ensuite ça part et un échantillon de tout ça est entendu par des humains. Après, ces humains, ce qu'ils en font, parfois, voilà, ils les mettent sur Facebook. Dans ce cas-là, il me semble qu'une partie des explications, c'était que les gens dont les photos avaient été récupérées avaient accepté explicitement parce qu'ils étaient dans un groupe de test. Oui, c'est ce qui a été. Ah, si, c'est la réponse d'Amazon. C'est que ce sont des gens qui avaient parfaitement accepté parce qu'ils étaient effectivement dans un groupe de test et en premier lieu des employés de Roomba et d'Amazon. On demandera à cette dame sur ses toilettes là si elle a vraiment tout. Oui, mais enfin, moi je pense que les autres photos ont été censurées. Mais j'imagine quand même qu'il y avait des photos plus croustillantes. Oui, on va que mettre celle-là. Non, mais l'article ne va pas te mettre les photos de la nana à poil, c'est dégueulasse. C'est sûr. Ensuite, ah oui, ça c'est la cave de Gironde qui a entre guillemets été piratée. En fait, elle n'a pas vraiment été piratée, c'est qu'il y a un des prestataires qui avait sorti toutes les données et il pensait que c'était des données fictives et il les a mises sur son site pour de la formation. Voilà, donc non, c'était pas fictif. Pour la formation au logiciel. Hein. Voilà, c'est bravo. Ensuite, ça c'est un peu moins rigolo. Juste sur ce sujet-là, Vlad, je voudrais juste souligner, je ne sais pas si vous connaissez le rasoir de Hanlon, mais en deux mots, c'est n'imputez pas la malveillance là où la bêtise suffit à expliquer les faits. Et là, en l'occurrence, ça s'applique très bien, je trouve. Ouais. Alors, un FragWard, ça je ne connaissais pas. En fait, c'est une espèce d'organisme. Tu connaissais, Eric? Oui, c'est une sorte d'association de partage entre le FBI et les entreprises dans chaque État sur les sujets de cybersécurité. A priori, plutôt que la chercheur aussi. Et plutôt les entreprises, entre guillemets, dans les secteurs critiques.
Et donc, il y a un site avec un annuaire de tous les contacts dans le privé et le public, donc 80 000 personnes. Et donc, tout a été publié. Et en fait, l'attaquant, ce qu'il a fait, c'est qu'il a créé un compte en usurpant l'identité du dirigeant d'une entreprise. Il s'est connecté sur le site, il a téléchargé tout l'annuaire et il l'a mis en vente sur breach.to, je crois. Ouais, il va avoir des problèmes. Je n'aimerais pas être à sa place. Effectivement, je pense que… ensuite, Twitter, fuite de données, juste 233 millions de comptes. En fait, c'est une vulnérabilité qui permettait, à partir d'une adresse mail, de valider qu'il y avait un compte ou pas, et surtout de récupérer l'identifiant, le nom Twitter du compte. Et donc, il y a un attaquant qui a récupéré toutes les fuites, les milliards de mails qui traînent un peu partout et qui les a tous testés sur Twitter. Et pour les mails pour lesquels ça marchait, il a créé une base avec le lien entre le mail et l'identifiant Twitter. Donc ensuite, la base a été mise en vente et publiée sur breach.to. Vous avez le lien vers le… N'achetez pas, hein, vers la proposition. On l'a gratuite. La vulnérabilité depuis a été corrigée. Et ce qui est rigolo, c'est que sur ces comptes, il y en a plus de 7000 qui utilisent un compte Yopmail. Et pour info Yopmail, il n'y a pas d'authentification. Si vous mettez le compte Yopmail et vous accédez directement au mail. C'est-à-dire que là, tous ces comptes, on peut les voler en quelques secondes. Ensuite, Yopmail, c'est du temporaire. Ah non, ad vitam aeternam. Oui, j'entends, mais ceci étant, tu ne vas pas les mettre de contenu sensible là-dessus, quoi. Ouais. Quoique. Et Antoine Servos a fait une très très bonne présentation, alors je ne sais plus où, sur justement les comptes Yopmail. Et en fait, il est possible, entre guillemets, de les brute forcer et de récupérer plein d'informations assez intéressantes parce qu'il y a plein de gens qui utilisent ça sur des plateformes de dev. Hein et qui oublient de changer le mail quand ça part en prod. Et après, on peut se retrouver, alors par hasard, avec toutes les commandes faites sur un site web qui partent sur un compte Yopmail. Ouais. Il y a quelques années de ça. C'est pas si vieux. Non, c'est pas si vieux. Pas de détails. Ah bon, alors ça dure depuis longtemps parce que moi j'avais remonté ça. Bon, bref, on en reparlera, les gars. Ça, c'est un cas que je connais, donc qui est privé, qui n'est pas sorti publiquement, et donc il faut éviter de faire ça. Ensuite, Deezer, pareil, fuite de données qui daterait de 2019 avec 200, alors je ne vais pas dire les chiffres entiers, mais 237 millions de données personnelles de compte avec plein d'infos. Donc, identifiant, mail, le nom qui a été saisi par la personne, potentiellement ça peut être un faux nom, date de naissance, pareil, ça peut être une fausse date, et il y a plein de fichiers avec toutes les sessions web, donc vous pouvez corréler l'identifiant et l'adresse IP. Comment? J'ai mis au moins 10 minutes à refaire le logo de Deezer. Hein. C'est ma grosse plus-value, tu vois. C'est ça. C'est les concurrents qui regardent si tous les utilisateurs sont chez eux maintenant. Spotify va faire un mailing massif à tous ces gens-là. Alors, attention, gros morceau. LastPass. Alors, LastPass a été repiraté. Donc, en août, il y a eu un premier piratage de LastPass. En gros, c'est un développeur qui s'est fait pirater son poste. A priori, il y a un peu de code source qui est sorti, quelques informations, mais circuler, il n'y a rien à voir, pas de problème. Ensuite, en novembre, il y a eu une intrusion chez LastPass, apparemment à partir des informations récupérées sur le poste de ce développeur. Mais là encore, pas de données volées, donc circuler, il n'y a rien à voir. Et en décembre, malheureusement, la vol de tous les coffres-forts de LastPass. Oui, heureusement. Par contre, dans les coffres-forts chiffrés, ce qui est chiffré, c'est uniquement le secret, donc le mot de passe du compte associé. Ce qui est nom d'utilisateur, nom d'entreprise, mail, téléphone, adresse IP, déconnexion de l'utilisateur et URL associée à un mot de passe, ça, c'est pas chiffré. Donc, potentiellement, je peux essayer de brute forcer différents mots de passe sur tout ce que j'aurais récupéré de vous en ayant accès à cette fuite. Donc, les risques, je les ai mis là à peu près. Alors, je précise juste, les coffres-forts, ils sont chiffrés avec votre mot de passe, qui est potentiellement pourri, mais qui ensuite a itéré avec PBKDF2, qui fait un certain nombre d'itérations de SHA-256 sur ce mot de passe. Ça, l'objectif, c'est de ralentir le temps qu'il faut pour générer le vrai mot de passe, ce qui fait que si on fait une attaque en brute force, on ne sera pas capable de tester des milliards de mots de passe à la seconde, parce que rien que générer un mot de passe, ça va prendre 300 millisecondes, 400 millisecondes, ce qui est très lent pour casser des mots de passe en nombre. Donc, de ce fait, alors ça, c'est les coffres-forts récents. Les vieux coffres-forts avaient moins d'itérations. C'était une seule,
Il y a des gens qui ont dit qu'ils ont trouvé que dans la base qui était sortie, c'était une itération. Elle est sortie la base? Dans ce qui est sorti. Ok, bon. Donc les risques, c'est si vous aviez un mot de passe faible sur votre coffre-fort, en gros, c'est mort, quoi. Il faut vraiment changer tous vos mots de passe. Si vous aviez un ancien coffre-fort et un mot de passe plutôt solide, dans ce cas-là, bon, le risque il est modéré. Si par contre vous avez un coffre-fort qui est récent et avec un mot de passe vraiment solide, c'est-à-dire long, dans ce cas-là, le risque il est vraiment ultra faible. Prenez quelques mois pour tranquillement changer les mots de passe, mais il n'y a pas d'urgence. Par contre, si votre mot de passe c'était coucou, je pense que c'est mort. Parce que je pense que les attaquants, là, depuis quelques semaines, ils ne font que ça, essayer de casser tous les coffres-forts. LastPass, il y a deux moyens de s'authentifier. Soit vous avez un compte chez LastPass, et donc c'est votre mot de passe qui est utilisé pour déchiffrer le coffre-fort, soit vous avez du SSO. Comment ça marche le SSO? Bon, si vous demandez à LastPass et aux experts de LastPass, clairement, ils vont vous en papaouter, ils ne savent pas. Comment ça marche? En gros, c'est à peu près pareil avec tous les providers je ne sais même plus dire, identity provider. Les fournisseurs d'identité. Merci JP. En gros, vous avez deux secrets, K1, K2, qui sont découpés en deux. Pourquoi deux secrets? Je pense que LastPass s'est dit, si le fournisseur d'identité se fait pirater, on a l'autre moitié du mot de passe, donc ça va. Si nous, on se fait pirater, l'attaquant n'a pas l'autre moitié du mot de passe, donc ça va. Donc, il y a deux secrets d'une longueur de 44 caractères aléatoires qui ensuite sont concaténés. Pour Microsoft Azure, c'est la misère de le retrouver. Je dirais que j'ai galéré pour retrouver. Et en fait, c'est caché dans Graph, Microsoft Graph API. Et alors, je vais donner la requête qu'il faut faire. Alors, changez prénom.nom à entreprise.com, hein, mettez pas ça comme ça. Il faut être admin. Pour un accès admin, il faut faire cette requête-là. Et vous avez les détails du compte, avec en particulier la zone en bas où vous avez l'extension. Donc, c'est une extension des propriétés du compte. Et vous avez l'extension LastPass avec le secret dedans. A priori, ensuite, ce secret, il y a un SHA-256 qui en est fait, et ensuite, vous avez le PBK-DF2 qui est réalisé. Le secret, il est stocké en clair? Il est stocké en clair, bien sûr. C'est la moitié du secret qui est stocké en clair, sur Azure. Ceux qui sont à distance, il y a Eric Messinet qui a fait une crise cardiaque sur cette chaise. Non, mais il y a des bons articles qui expliquent toutes les mauvaises pratiques de LastPass sur Internet. Et c'est vrai que. Je n'ai pas trouvé là-dessus, parce que très honnêtement, j'ai dû passer 1h30 à rechercher. Après, K1, K2, c'est le principe des clés sur les bombes nucléaires. Hein, c'est tout le monde n'a pas la même clé. Donc ça, c'est une bonne pratique à la base. Il y a quand même un sujet sur LastPass, c'est que LastPass, quand vous authentifiez, vous saisissez votre mot de passe. Donc LastPass a beau vous dire non, on ne peut pas déchiffrer les coffres forts, ils ont votre mot de passe, puisque votre mot de passe passe par leur système d'information et ensuite il est itéré par PBK-DF2. Donc LastPass, s'ils veulent, et donc potentiellement le gouvernement chez lequel l'entreprise maison mère de LastPass est, s'il veut déchiffrer vos coffres forts, il peut le faire. Donc si vos concurrents sont les Américains, oubliez LastPass. Des choses comme ça. Oui, mais bon, après, j'amène des choses, tu sais. Et de la même manière, si j'étais attaquant, moi, je ne ferais pas ça. Moi, j'essaierais plutôt de pirater le site web de LastPass, ajouter un petit JavaScript comme les attaques Mashcart, qui après récupère les mots de passe. C'est quand même beaucoup plus intéressant. Ne faites pas ça chez vous. Hein. Jamais, surtout pas. Ensuite, technique et outils. Donc là, c'est juste le premier. C'est une toute petite collection d'exploits pour l'explorer d'impression. Pour l'instant, il y en a 2, mais a priori, les auteurs veulent en rajouter plusieurs. Donc, c'est en gros, vous lancez l'outil et il teste tous les exploits qui existent sur le explorer d'impression Windows. Ensuite, comme je sais sur les collections, je me suis dit, tiens, je vais vous mettre une petite collection de tous les moyens pour contourner les EDR de ces dernières semaines, mois. Ça servira à une personne en particulier. Voilà, vous avez plein de techniques différentes, certaines marchent plus, mais c'est assez rigolo, suivant les EDR. Ensuite, divers, ça je ne sais pas trop où le mettre. Gmail, a priori, à partir de maintenant, on va chiffrer de bout en bout vos mails. Super! Attendez, chiffre le contenu du mail, il ne chiffre pas les en-têtes. Dans les en-têtes, vous avez émetteur, destinataire, titre, date, plein d'infos comme ça. C'est ultra précieux. Donc, qui chiffre le contenu, bon, c'est bien. Titre, bien sûr. Titre, quasi. T'as le titre qui est recopié en fait dans un en-tête mail, je ne sais plus comment il s'appelle. Subject. En fait, non, mais pour moi, le chiffrement était de bout en bout. Justement. Tu as déjà un chiffrement de bout en bout, mais c'est le chiffrement des mails. Et sur les mails, après, il gardait émetteur et destinataire pour pouvoir les délivrer. Mais, En fait, le titre, il a 2 endroits. Il est dans le contenu du mail,
Et dans l'entête. Et en fait, dans un en-tête, tu as une reprise du titre du mail. Alors, pourquoi ils le font? C'est parce que Microsoft les tarabuste depuis un an là-dessus, et que Microsoft, voire plus, en tout cas de manière systématique maintenant, et que Gmail avait vraiment besoin de répondre à ce genre d'objet, et que ça va devenir un peu le standard. Parce que ça pose, le mail pose tellement de problématiques le transfert de données. C'est du chiffrement de bout en bout mais dans la transmission entre le navigateur et le... Théoriquement, oui. Sauf si tu as l'appli Gmail. Donc c'est côté client, quoi. Oui, le client a la clé. En théorie. Mais c'est transparent. C'est magique. Pose pas de questions. Pose pas de questions géantes. Non mais oui, Google peut, comme Google a c'est stocké en clair dans les serveurs de Google. Non, pour moi c'est stocké chiffré. Mais je pense qu'ils doivent pareil, ils doivent itérer ton mot de passe pour déchiffrer les mails. C'était dans la présentation à la JSSI. Oui, c'est rechiffré chez Google en interne. Il les traite. C'est des robots qui les traitent, c'est pas accessible aux humains. Voilà, c'est Damien. Ce que Damien Desfontaines avait expliqué dans sa présentation à la JSSI. Puis eux, si c'est des robots, c'est pas celle du JSSI là, c'est celle-là. Ah, d'accord. Enfin, il y a 5-6 ans. Oui, enfin, la JSSI, il l'avait expliqué. Bon. L'idée, c'est qu'aucun humain chez Google ne puisse lire le contenu des utilisateurs. Après qu'un programme puisse le faire pour le fonctionnement normal, c'est logique. Mais ça semble parmi les meilleures méthodes à implémenter aujourd'hui. Hein. On en est loin partout ailleurs. Autre sujet, là, c'est pour toute personne qui a affaire à Azure ou Microsoft, etc. Il y a des centaines de portails différents, et je ne rigole pas. Là, vous avez un site qui référence tous les portails et avec leurs usages, parce que ça change entre est-ce que c'est de l'antivirus, est-ce que c'est le machin SOC, les logs et tout, c'est un bordel monstrueux. Donc là, vous avez tous les portails qui sont référencés sur un seul site avec à chaque fois à quoi ça sert. Ça, c'est plus pour les admins Azure. Business et politique. Alors, Airbus qui potentiellement envisage d'investir un peu plus dans Evidian, filiale d'Atos, à voir ce que ça va donner, surtout la suite d'un rachat. Avant que Thales le fasse. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que l'action d'Evidian a été un paroxysme de 77 € dans les années 2000 et descendait de manière assez catastrophique. Et suite à l'annonce de je pourrais prendre une position dans le capital de la part d'Airbus, l'action est remontée. Et effectivement, il y a une bataille entre sur Atos entre Airbus et Thales. Nouveau directeur de l'ANSSI, nous en avons parlé tout à l'heure. Donc c'est Vincent Strubel qui il a fait 15 ans à l'ANSSI. Il est parti ensuite 2 ans et c'est surtout le papa de ClipOS. Nous avons un ingénieur à la tête de l'ANSSI. Félicitations à lui. Après, le plus dur, je pense, c'est que vu le délai de nomination, il y a dû avoir plusieurs autres candidats qui finalement n'ont pas été sélectionnés. C'était connu d'avance, a priori. Oui, mais moi je pensais qu'on aurait publié quand même avant le. Moi, on m'a donné le nom de manière ferme mi-décembre. Donc après, il y a peut-être des raisons politiques. Des délais administratifs et politiques. Ensuite, le deuxième sujet, c'est donc purement juridique. Je vous recommande très fortement la lecture de cet article. C'est ce article de blog fait par Marc-Antoine Ledieu, qui s'est posé la question, ou on lui posait souvent la question, du droit du pentester vis-à-vis de l'hébergeur, parce qu'en général, vous avez des pentesters qui sont mandatés par un client pour auditer le SI du client, et parfois une partie de ce SI ou des applications sont hébergées chez un hébergeur tiers. L'hébergeur tiers est souvent très embêtant, très compliqué, et la réponse simple de Marc-Antoine, c'est vous êtes mandaté par le client, ce qui est chez l'hébergeur, c'est une extension du SI du client, donc vous avez tous les droits que vous donne le client. L'hébergeur ne peut pas vous empêcher de le faire, ne peut pas vous poser des limites fortes, ne peut pas vous embêter, donc il n'y a pas de souci. Donc finalement, les autorisations tripartites qu'on avait à faire précédemment, je pense que c'est plus par commodité, mais finalement, ce n'est pas forcément très obligatoire. C'est même pas obligatoire du tout. Hein. Non, ce qui est fou, c'est la quantité
d'opérateurs de cloud et d'hébergeurs qui imposaient et qui imposent sans doute encore ces fameuses conventions tripartites complètement délirantes. Globalement, il dit vous êtes pentester, signez pas ça. Après, ce qui est rigolo, c'est que, alors ça c'est ma vie personnelle, mais l'article est sorti le jeudi. Le vendredi, j'avais un rendez-vous de prospection avec un prospect sur lequel on répond sur un gros appel d'offres. Et donc la juriste me dit, ah oui, nous on a des gros problèmes effectivement avec potentiellement les pentests et les hébergeurs, faire des autorisations tripartites. Alors, je dis, ah, attendez, moi je peux vous répondre. Donc je lui ai lu quelques petits passages de l'article. Et donc elle n'était pas tout à fait sûre. Je dis, si, le droit c'est ça. D'ailleurs, je vous recommande l'article de Maître Marc-Antoine Ledieu. Et moi, je suis très intéressé, donc je lui ai filé les liens et j'espère que j'ai marqué des points. Et j'espère que si elle écoute la rediff de cet enregistrement, je ne vais pas perdre ces points. Voilà. Mais franchement, l'article est vraiment très très bien. Je vous le recommande chaudement. Directive Nice, tu veux en parler? Ouais, en 2 mots. Alors, pourquoi c'est important? Parce qu'elle elle a été publiée au journal officiel de l'Union européenne le 27 décembre. Tout le monde entend parler de la directive Nice ou SRI en français, sécurité des réseaux et de l'information. C'est le premier texte législatif à l'échelle de l'Union européenne en matière de cybersécurité, donc ça marque un pas quand même. Et elle prévoit des mesures juridiques qui vont permettre de renforcer le niveau global. Donc on est sur un travail de coopération entre les États membres, ce qui est une très bonne chose. Ce qu'il y a à noter, c'est qu'il y a un temps d'adaptation. Donc c'est là en l'occurrence, sans rentrer dans le détail de ce qu'elle évoque, c'est a priori une rentrée en vigueur en septembre 2024, donc un peu à l'instar du RGPD. Voilà, ne soyez pas étonnés de voir arriver, enfin s'il y a des travaux à faire, il faut les faire maintenant. A priori, les entités qui sont concernées un peu plus en détail, les OSE, auront à être conformes. Donc, ne tardez pas à regarder comment vous êtes concerné par cette directive SRI. Il n'y a pas que les OSE, de mémoire, tous les ESN sont concernés. Oui, mais en fait, parce que je dis OSE, mais en fait, au final, il y a eu des modifications dans les textes et qui font que le périmètre d'origine de la directive Nice est agrandi. Et effectivement, il y a on est passé, je crois, si je ne dis pas de bêtises, de quelques centaines en cible à presque 1 millier de sociétés qui vont être peu ou prou concernées à différents niveaux. J'espère, voilà, je vous donne des informations de tête, j'espère pas dire de bêtises, mais pour vérifier si ce que je dis est vrai ou pas, je vous invite à rentrer dans la directive un peu plus dans le détail pour vous informer. Et effectivement, les ESN en font partie, Jean-Philippe. Alors, le deuxième sujet, ça concerne Amicis et Nexa. Pour rappel, les dirigeants étaient poursuivis pour disparition forcée et complicité d'actes de torture, puisqu'en fait, ils avaient fourni leur solution à l'Égypte et la Syrie, je crois, pour faire de l'écoute vis-à-vis d'opposants politiques. Et finalement, donc, ils ont été, enfin, leur mise en examen a été annulée et apparemment ils sont devenus témoins assistés. Sur une partie, pas sur tout. Hervé qui dit dans le chat qu'il y a un CS qui s'est fait racheter. Je sais pas si tu as vu passer. Ah non, pas du tout. C'est par qui? Si tu peux nous mettre dans le chat un article, Hervé, on sera preneur. Ok. Ensuite, justement, on parle d'argent. C'est Noël. Donc, la CNIL a mis une amende de 60 millions d'euros à Microsoft, parce qu'apparemment, Microsoft vont déposer des cookies à tous ceux qui utilisaient Bing sans autorisation, et il n'y avait pas de mécanisme de refus des cookies. Par contre, qui utilise Bing? Alors, si on fait qui utilise Bing, on compte le nombre de personnes qui utilisent Bing, et on divise par 60 millions. Ça fait combien de millions par utilisateur de Bing? Qui utilise l'administration française. Et Patrick t'ont mis des liens pour ta veille. Ok, merci. Oui, je ne peux pas les récupérer, on va fermer le chat. Mais Attends, je prends une photo, je vais faire à l'ancienne. Je l'ai pris, Vlad. Ah, merci, c'est gentil. Ensuite, autre amende spectaculaire, 380 millions d'euros pour Facebook. Là, c'est par la CNIL irlandaise. Donc, il y a 210 millions pour Facebook, pour l'application Facebook, et 180 pour Instagram.
Le cumul des deux est sympathique. Alors, je ne sais plus les détails, mais bon, en gros, c'est non-respect des données personnelles, etc. Le lien, tu as fait un copier-coller sur Apple. Non, c'est le même article. Ah, d'accord. Et dans le même article, Apple, il y a aussi une amende de 8 millions d'euros pour traçage publicitaire des utilisateurs. Sur Facebook, la CNIL irlandaise, on lui a imposé au niveau européen. La CNIL irlandaise faible à la base. avait demandé 38 millions ou quelque chose comme ça. Et l'instance qui pilote toutes les CNIL au niveau européen a imposé une amende plus forte. Alors, c'est pas c'est l'EDP, le European Data Protection c'est l'ancien superviseur qui a imposé ça. En fait, c'est une mesure de coordination, puisque la CNIL irlandaise, elle poursuit au nom de toutes les CNIL. Parce que c'est elle qui héberge le pays, enfin, dans son pays, cette entreprise. Ils hébergent tous les GAFAM, non? Ils hébergent tous les GAFAM, non, là-bas? En pratique, aujourd'hui, ouais. Bon, Twitter, bientôt plus, peut-être, mais. Ou plus juste avant. Une page. Conférence. Alors, passé, j'ai mis que le meet-up DEFCON qui a eu lieu il y a une semaine, enfin, quelques jours plutôt. Et à venir, hier. Hier, le 6. Oui, il y a quelques jours. C'est quelques jours. Laisse-moi faire un peu de mauvaise foi. Donc, effectivement, hier, le meet-up DEFCON. Prochainement, il y aura 2 meet-up de Zintefr, un à Bordeaux, un à Paris. BotConf en avril à Strasbourg. Et mon stick en juin. Et puis je pense que j'en rajoute. Et surtout, le JSSI. En mars, la JSSI. Notez bien. Il y a Corinne le 5 avril. À Strasbourg? À Lille. À Lille. Et c'est BotConf à Strasbourg. Avec le FIC, du coup, en avril. Oui. Attends. Covid, juste avant le FIC, comme d'habitude. Sauf que c'est le mercredi. Ah oui, donc en même temps que le FIC. Première journée du FIC, c'est ça? Décalé, ouais. C'est ça, c'est la première journée. Depuis 2-3 ans. Corinne, quand je l'écris, ça me le corrige en Corona. Est-ce que tu crois qu'il y a un lien Ensuite, dernier jeu de slide. Alors ça, c'est rigolo. Le premier, c'est une personne, alors je ne donne plus le nom de la personne, qui, depuis un certain temps, se fait passer pour une membre de Cult of the Dead Co. Cult of the Dead Co, CDC, c'est un groupe qui a développé, comment ça s'appelle, Back Orifice, premier Trojan assez intéressant, puis Back Orifice 2000, enfin, collection d'outils très utilisés à l'époque. J'avais participé à la fin au développement du moteur de Back Orifice 2003. Et ouais. Je suis allé en prison. Et j'avais un tout petit peu participé à des plugins sur Back Orifice 2000. Mais donc voilà. Et donc il y a une personne qui se faisait passer pour un membre du Cult of the Dead Co. Donc les gens l'ont contacté en disant arrête de publier sur Twitter, LinkedIn, tout ça. La personne répondait en disant non, mais en fait, je sais pas qui vous êtes, je vous réponds pas. Et donc ils ont insisté en disant bon, en gros, c'est soit tu fais quelque chose, soit on va prendre des vraies mesures. Et donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé un site. En gros, ils présentent plusieurs captures d'écran du Twitter de la personne, de choses comme ça, et tous les échanges de mails où ils lui demandent d'arrêter de se faire passer pour une membre de ce groupe, un groupe vraiment très connu de la cybersécurité historique des années 90-2000. Comment? Elle est française? Caroline Murgu. Peut-être. Is a French person. Qui est à Brooklyn. Ah oui, aux États-Unis, il y a américaine. Le deuxième, c'est très drôle ou pas. Sur eBay, on peut trouver de tout. Et je crois que c'est un chercheur allemand. Caroline Murgu. Ouais. Ah, tu as les dossiers, tu me diras après. Ouais. Je crois que c'est un chercheur allemand qui a trouvé sur eBay une mallette utilisée par les militaires américains qui permet de faire de la biométrie, de la reconnaissance biométrique, à la fois empreinte et iris. Donc il l'a acheté et dedans, il y avait une petite carte mémoire. Et malheureusement, la carte mémoire n'a pas été effacée. Donc dessus, il y avait les données biométriques de 2632 personnes. Bravo. Donc en plus avec le nom, photo et tout, enfin la totale. Donc si vous voulez vous amuser, achetez des trucs sur eBay. C'est de quel fabricant? Je sais pas. Je pense que ça a été revendu par les Midi, non? Ou, le logo à moi. Je ne connais pas les fabricants de ça. Tu regarderas, tu as l'article si tu veux. C'est sur Mastodon. Tu sais, tu peux y aller.
Ensuite, alors ça aussi c'est très drôle, enfin je sais pas, j'ai pas la finalité de l'histoire, mais donc en gros apparemment une femme sous stup s'est fait contrôler par la police, elle était en voiture dans Paris, elle s'est fait contrôler par la police, ils l'ont arrêtée et ils ont vu à l'arrière une espèce de boîtier avec des antennes et des câbles, oh là là, ils sont allés regarder dans le coffre et là ils ont ouvert, il y avait une grosse mallette avec de l'équipement bizarroïde, donc bon comme c'est les policiers, ils se sont dit forcément c'est une bombe à tout faire sauter, c'est dommage. On aurait bien aimé savoir ce qu'il y avait vraiment dedans. A priori, des photos qu'on peut voir, ça ressemble vraiment très très fortement à un IMSI Catcher. Qui est cette personne? Qui est cette personne sous stup qui se baladait en voiture dans Paris avec un IMSI Catcher? Donc, beaucoup de questions auxquelles je pense qu'on n'aura pas de réponse. Mais voilà, si vous voulez savoir à quoi ça ressemble, potentiellement, ça peut être ça. Après, d'après les commentaires, c'est pas un modèle récent. Donc. Non, quand même. Enfin, le fait que c'est un IMSI Catcher, c'est sûr. Hein, vu les analyses que j'ai vues. Il y a sous stup avec un IMSI Catcher. Et alors, tu ne peux pas empêcher. Enfin, je veux dire, il y a toute la population est susceptible de prendre des produits interdits. Non, mais d'accord, mais pas quand tu fais une opération où tu vas aller capter toutes les ondes électromagnétiques. Que ce soit des services. Ouais, c'est. On ne sait pas. Là, ils ont cru que c'était une bombe. Ils ont fait péter. Dommage. Hein. Pas bon. Ensuite, alors, un article de l'EGE, l'école de guerre économique, enfin d'une personne de l'école de guerre économique sur le collectif Hackers sans frontières. Je vous laisse lire l'article. L'article est très très bien. Il parle surtout. Pardon? Non, je confirme très bien, je l'ai lu aussi. Ouais. Il parle surtout de Florent Curtet. Je vous laisserai lire, en particulier le harcèlement qu'il fait sur H-Misère. Et suite à la publication de l'article, parce que dans l'article, il cite 2-3 tweets de H-Misère. Et donc, la réponse de Florent Curtet, ça a été de nouveau harceler H-Misère. Donc, bravo, champion Florent. Voilà, je vous recommande vraiment de lire l'article. Très honnêtement, il n'y a pas grand-chose sur Hackers sans frontières en soi. C'est très, très orienté sur Florent Curtet qui, en soi, pose pas mal de problèmes. Deuxième sujet, si vous voulez apprendre le Rust, Google a fait un cours pour apprendre le Rust pour vous. C'est le Rust pour les nuls par Google, si ça vous intéresse. Alors, c'est dommage, Nico est parti, mais j'avais mis la blague sponsorisée par lui. Mais voilà. Ensuite, alors, Fortinet, ils font pas des bons firewalls, mais par contre, ils chantent bien. Non, ils chantent même pas bien. Vous avez ici une superbe vidéo qui date de 2015 où Fortinet USA fait une espèce de chanson, je ne sais plus comment on appelait ça à l'époque, là où toutes les boîtes faisaient ça. Lip dub. Voilà. Il chante. Ah, il chante? Ouais, c'est excellent. Elle est excellente. Ouais. C'est magnifique. Justement, si vous avez la même de Sogeti, elle vaut beaucoup. C'était What did Sogeti do? Si vous l'avez, ça vous intéresse. Non, mais il paraît qu'elle peut même rapporter de l'argent si quelqu'un la retrouve. Elle est sur YouTube. Elle est sur YouTube, mais elle est en mode privé. Si vous l'avez, ça nous intéresse. Vous avez un extrait de la vidéo, là, d'ailleurs, qui est magnifique. Et alors, malheureusement, je n'ai pas eu le temps de faire le top arbitraire de l'année écoulée, parce qu'il me manquait 1 heure. Et comme on a avancé la présentation, je n'ai pas eu le temps de finir, mais je le ferai pour février. Je vous en assure, donc je passe ça. Et pour 2023, on n'a pas fait grand-chose. J'ai vu quelques éléments, on va dire, que pendant que tu étais en train de parler, j'ai récupéré quelques éléments. Ça vaut ce que ça vaut. Mais en 5 points, a priori 2023, entre autres là, le premier point sur les IoT, Gartner prédit qu'il y aura plus de 43 milliards d'objets connectés en 2023. Donc, pour tout ce que vous savez déjà sur la protection de l'IoT, risque d'y avoir pas mal de boulot. Le deuxième élément sur lequel apporter de la vigilance, c'est la cybersécurité du travail à domicile, avec la continuité du changement qu'on connaît depuis 2020, qui va devenir une priorité, et notamment aussi par la mise en place du FlexOffice. Le troisième point, de plus en plus, a priori, des tendances sur des parrainages par les États d'attaquants qui vont chercher à viser soit des entreprises, soit des éléments gouvernementaux.
Le quatrième point, l'augmentation en fait du rôle dans la cybersécurité de ce que le gros mot qui est intelligence artificielle, un peu trop galvaudé, mais en tout cas le machine learning au moins, et le deep learning peut-être un petit peu plus, mais oui, effectivement, l'assistance, l'automatisation, ça c'est un fait très vrai. Et puis si on peut aller plus loin avec l'exploitation de la donnée pour faire de l'intelligence artificielle, voir ce que les fabricants vont sortir en termes de produits. Bon, déjà aujourd'hui, ils le mettent plus ou moins en avant. Il faut voir ce qu'il y a derrière quand on vous vend de l'intelligence artificielle. Ceci étant, voilà, un point. Et puis le dernier, construire une culture de la sécurité, continuer encore et toujours pour pouvoir faire en sorte que les citoyens, les citoyennes soient de plus en plus à même de comprendre ce qui se passe, mais aussi les salariés au sein des entreprises. Et là, on n'a pas de planche, mais bon. Et la source, c'est Forbes. Je pense qu'on a encore beaucoup de travail. Je pense qu'on aura du travail pour des années et des années. Merci beaucoup pour cette présentation. Prochaine réunion le 14. Et voilà.